De Platon, l'apologie de Socrate dans la traduction de Maurice Croiset, première partie, le plaidoyer de Socrate. Je ne sais trop, Athéniens, quel effet mes accusateurs ont pu produire sur vous. Pour moi, en les écoutant, j'ai failli oublier qui je suis, tant leur discours était persuasif. Pourtant, sans exagérer, ils n'ont pas dit un seul mot de vrai. Mais parmi tant d'inventions, voici ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il vous est prévenu d'être sur vos gardes et de ne pas vous laisser tromper par moi en me représentant comme un discoureur habile. Vraiment, pour s'exposer ainsi sans honte à se faire immédiatement convaincre de mensonges, quand j'allais me montrer absolument incapable de bien parler, quelle impudence ne faut-il pas ? À moins peut-être qu'il n'appelle habile à parler quiconque dit la vérité. S'ils l'entendent ainsi, je conviendrai alors que je suis orateur. Seulement, ce ne serait pas à leur manière. En tout cas, je le répète, ils n'ont rien dit ou presque rien qui soit vrai. Moi, au contraire, je ne vous dirai que la vérité. Oh, par Zeus, ce ne sera pas athénien, en un langage exquis comme le leur, tout enjolivé de noms et de verbes élégants et savamment agencés. Non, je parlerai tant bien que mal, comme les expressions viendront à moi. Tout ce que j'ai à dire est juste, voilà de quoi je suis sûr. N'attendez pas de moi autre chose. Il serait par trop malséant juge qu'un homme de mon âge vint parader devant vous en modelant ses phrases comme font nos petits jeunes gens. Voyez-vous, Athéniens, ce que je vous demande, ce que je réclame de vous, c'est ceci. Si vous m'entendez m'exprimer en plaidant ma cause comme j'ai coutume de le faire, soit sur la place publique auprès des comptoirs des marchands, ou pour beaucoup d'entre vous m'ont entendu, soit ailleurs, n'en soyez pas scandalisés et n'allez pas protester. Car, sachez-le bien, c'est la première fois aujourd'hui que je comparais devant un tribunal. Or, j'ai 70 ans. Je suis donc tout à fait étranger au langage d'ici. Eh bien, si j'étais effectivement un étranger dans Athènes, vous m'excuseriez assurément de parler avec l'accent et le dialecte de mon enfance. De même, il me paraît juste, et c'est ce que je sollicite, que vous me laissiez m'exprimer à ma façon. Elle sera ce qu'elle sera, plus ou moins bonne. La seule chose qu'il vous faille considérer, et cela très scrupuleusement, c'est si mes allégations sont justes ou non. Tel est en effet le mérite propre du juge, celui de l'orateur est de dire la vérité. Pour commencer, je dois répondre, Athéniens, aux plus anciennes accusations portées contre moi et à mes plus anciens accusateurs. Ensuite, je répondrai aux accusations et aux accusateurs plus récents. En effet, nombreux sont ceux qui m'ont accusé auprès de vous anciennement, il y a bien des années déjà, sans rien dire de vrai. Et cela, je les crains plus qu'Anitos et ses associés, qui pourtant sont à craindre eux aussi. Oui, juge, ceux d'autrefois sont plus à craindre encore, car ils ont prévenu la plupart d'entre vous dès votre enfance. Ils vous ont fait croire faussement qu'il existait un certain Socrate, grand savant, occupé des phénomènes célestes, recherchant tout ce qui se passe sous la terre, capable de faire prévoir la mauvaise cause. Capable de faire prévaloir la mauvaise cause. C'est là ce qu'ils ont accrédité, Athéniens. Et voilà les accusateurs que j'ai à plaindre. Car ceux qui les écoutent sont persuadés que les gens adonnés à ces recherches ne croient pas aux dieux. Ajoutez que ces accusateurs-là sont nombreux, qu'ils m'accusent depuis longtemps, qu'en outre ils s'adressaient à vous à l'âge où vous étiez les plus crédules, quelques-uns de vous étant encore enfants ou adolescents. Et enfin, ils accusaient un absent, que personne ne défendait. Et ce qu'il y a de plus étonnant, ce qu'il y a de plus déconcertant, c'est qu'il n'est pas même possible de savoir leur nom ni de les citer, sauf peut-être celui de tel auteur de comédie.
Mais les autres, soit ceux qui par jalousie ou méchanceté vous insinuaient des calomnies, soit ceux qui les croyaient et les faisaient croire autour d'eux, ceux-là sont les plus embarrassants. Impossible en effet de faire comparaître ici aucun d'eux ni de le réfuter. Il faut, pour me justifier, me battre en quelque sorte contre des ombres et répondre à tout sans pouvoir poser une seule question. Donc, qu'il soit bien entendu que mes accusateurs sont de deux sortes. D'une part, ceux qui ont tout dernièrement déposé cette plainte, d'autre part, ceux dont je parle en ce moment qui m'ont accusé depuis longtemps. Et comprenez bien que c'est à ceux-ci que je dois répondre d'abord. Ce sont eux que vous avez entendus les premiers, et beaucoup plus que les autres venus ensuite. Cela dit, Athéniens, me voici obligé de commencer à plaider. Il me faut essayer de détruire dans vos esprits une vieille calomnie qui s'y est enracinée, et je n'ai pour le faire que bien peu de temps. Je voudrais certes y réussir si cela toutefois est bon pour vous et pour moi, et me justifier avec succès. Mais j'en sens la difficulté, et je ne me dissimule rien de ce qui est. N'importe, que les choses tournent comme il plaît à la divinité, mon devoir est d'obéir à la loi et de plaider ma cause. Remontons donc à l'origine. Examinons de quelle accusation juste est issue cette calomnie dont Mélétos s'est orné pour m'intenter ce procès. Voyons que disait exactement ce qui me calomniait. Procédons comme pour une accusation en règle, dont il nous faut lire le texte même. Citation. Socrate est coupable. Il cherche indiscrètement ce qui se passe sous la terre et dans le ciel. Il fait prévaloir la mauvaise cause, il enseigne à d'autres à faire comme lui. C'est cela ou peu s'en faut. Voilà bien ce que vous avez vu de vos propres yeux dans la comédie d'Aristophane. Un certain Socrate comporté à travers la scène, déclarant qu'il se promenait dans les airs et débitant toutes sortes de sottises à propos de choses où je n'entends rien. Ce que j'en dis n'est pas du tout pour décrier cette science, si quelqu'un la possède. Ah, que Mélétos au moins n'aille pas m'accuser d'une telle témérité. Mais en vérité, Athéniens, je n'ai pas la moindre notion de tout cela. J'en prends à témoin la plupart d'entre vous. Je vous supplie de vous renseigner mutuellement et j'invite à parler tous ceux de vous qui m'ont entendu discourir. Beaucoup ici sont dans ce cas. Dites-vous les uns aux autres si jamais un seul d'entre vous m'a entendu disserter si peu que ce soit sur de tels sujets. Vous reconnaîtrez ainsi que tout ce qu'on débite communément sur mon compte est de même valeur. Non, en vérité, rien de tout ceci n'est sérieux. Et si quelqu'un vous a dit encore que je fais profession d'enseigner à prix d'argent, cela non plus n'est pas vrai. Non pas que je méconnaisse combien il est beau d'être capable d'instruire les autres, comme Gorgias le Léontin, comme Prodicos de Chéos, comme Hippias d'Élis. Quel maître que cela, juges qui vont de ville en ville et savent attirer maints jeunes gens, lesquels pourraient sans rien payer s'attacher à tel ou tel de leurs concitoyens qu'ils auraient choisis. Et ils persuadent de négliger ces facilités, de venir à eux, de les rétribuer sans préjudice de la reconnaissance qu'on leur doit en plus. Que dis-je ? Il y a ici même un autre savant encore, un citoyen de Paros, qui séjourne en ce moment parmi vous, comme je l'ai appris. J'étais allé par hasard chez un homme qui a payé à lui tout seul plus large tribut aux sophistes que tous les autres ensemble, Callias, fils d'Hipponikos. Je l'interrogeai. Vous savez qu'il a 2 fils. Callias, lui disais-je, si au lieu de 2 fils tu avais à élever 2 poulains ou 2 veaux, nous saurions fort bien à qui les confier et qui charger, moyennant salaire, de développer en eux tout ce que leur nature comporte. Nous choisirions quelques dresseurs de chevaux ou quelques fermiers. Mais ce sont des hommes. À qui donc as-tu dessein de les confier ? Qui est habile à développer les qualités propres à l'homme et aux citoyens ? Je suppose que tu y as réfléchi puisque tu as des fils. Dis-moi, celui qu'il nous faut existe-t-il, oui ou non ? Oui, certes, répondit-il. Qui est-ce donc, demandai-je, de quel pays est-il ? Quel est le prix de ses leçons ? Socrate, me dit-il, c'est Événos de Paros. Il prend 5 mines.
Là-dessus, je pensais que cet Événos était un homme privilégié. Si vraiment il possède et enseigne à des conditions si modérées, quant à moi, je serais bien fier, bien content de moi-même si je savais en faire autant. Mais franchement, athénien, je ne le sais pas.